la perversion narcissique. Ce type de personnalité infiltre tous les secteurs de la société et constitue un véritable fléau qui peut désintégrer le réseau social et aussi détruire les personnes qui en sont victimes dans les entreprises, dans les institutions et dans la famille, dans le couple et les relations d'amitié. Alors, quelles sont les caractéristiques de la personnalité perverse narcissique ? Comment agit-elle ? Comment les identifier ? Comment s'en prémunir ? En guérir ? C'est le sujet de prédilection de Christine Calonne. Alors, Christine Calonne, merci d'être là. Merci de m'inviter. Christine Calonne est psychologue, titulaire d'une licence en psychologie clinique délivrée avec la plus grande distinction par l'Université de Liège. Elle a suivi plusieurs formations plus spécifiques et notamment le 3e cycle d'études en psychothérapie comportementale de l'Université de Louvain-la-Neuve. Elle est reconnue par la Commission des psychologues de Belgique et exerce principalement à Namur et à Liège. Dans sa boîte à outils, on trouve la psychanalyse, l'hypnose, la psychothérapie comportementale, le massage aptonomique, la rebirth thérapie, la sophrologie, ainsi que des méthodes affinées par des années de pratique pour le traitement de la manipulation et la thérapie de couple. Bon, pour saisir toutes les nuances de ces spécialités, j'ai moi-même trébuché sur quelques dénominations. Je vous invite à consulter son site internet psychothérapie-calonne.be. Je vais commencer par un peu éclaircir tout ce qui touche autour du terme pervers narcissique, notamment par exemple beaucoup de confusion entre manipulation, manipulateur, pervers narcissique. Voilà, qu'est-ce que ces mots veulent dire ? J'ai écrit mon dernier livre justement pour donner vraiment une définition la plus scientifique possible de ce terme, donc les pervers narcissiques sans question-réponse. Justement en réaction à beaucoup de dévalorisation du terme, du fait qu'il a été tellement galvaudé. Et donc j'ai essayé de définir la personnalité perverse narcissique et je vais vous en donner les principales caractéristiques. La première, c'est le désir de contrôler et de dominer l'autre. Et ce désir est motivé par l'envie de tuer l'autre. Donc l'emprise qui caractérise cette relation de domination, elle vise à détruire, à tuer l'identité de l'autre, parfois même à tuer vraiment la victime physiquement. Parfois c'est plus subtil, le pervers narcissique finalement exerce une telle violence sur la victime qu'elle se suicide toute seule. Donc je vais dire, le but du pervers est atteint dans ce cas-là. Et donc ça commence toujours par une séduction narcissique. C'est ce qui différencie vraiment le pervers narcissique des pervers de caractère, c'est que le pervers narcissique est extrêmement séducteur. Cette séduction se différencie donc de la séduction qui est simplement la séduction amoureuse par le fait que la séduction narcissique, elle vise en fait à juste amener l'autre dans les filets du pervers narcissique par toutes sortes de comportements qui sont essentiellement de la manipulation, mais qui sont pris par la victime comme une séduction amoureuse dans le cas du couple, ou en tout cas une relation sympathique. Le pervers narcissique a l'art de se faire des amis et de vraiment avoir une aura très charismatique par ses comportements entre guillemets gentils, mais qui sont en fait uniquement de la manipulation, car le pervers narcissique ne ressent rien. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sentiments et donc cette séduction n'est pas motivée par de la bienveillance, mais une malveillance bien déguisée. Et donc la séduction narcissique, eh bien, elle va apparaître sous la forme évidemment du sourire, de l'approche de l'autre très qui va tout de suite dans l'intimité de l'autre. Le pervers narcissique, il entre très vite dans la bulle de l'autre
pour avoir une sorte de séduction hypnotique sur l'autre. L'autre n'a pas ainsi le recul nécessaire pour observer ce qui se passe et garder son esprit critique. Et donc, ce sera accompagné de cadeaux, d'offres de protection, de toutes sortes de signes qui vont séduire. Par exemple, avoir une écoute qu'il ne faut pas confondre avec l'écoute empathique. C'est juste une écoute qui vise à observer l'autre, repérer sa faille pour mieux le manipuler. Et donc, l'écoute réelle est très différente. Une écoute réelle, elle est accompagnée de bienveillance, d'empathie, de capacité donc à se mettre à la place de l'autre et d'entamer un dialogue. Et ça, le pervers narcissique n'est pas capable de le faire. Donc, la séduction narcissique, elle est juste là pour avoir l'emprise sur l'autre. Et une fois que l'autre est conquis, alors il montre son vrai visage. Elle s'accompagne évidemment aussi de toutes sortes de stratégies qui lui permettent d'augmenter son pouvoir. Et la volonté de pouvoir est toujours derrière ses comportements séducteurs. Le pouvoir, que ce soit le pouvoir dans le couple, le pouvoir dans la famille, le pouvoir dans la société, c'est sa principale motivation. Sans pouvoir, il est perdu. Et donc, à ce moment-là, en cas de perte totale de pouvoir, le pervers narcissique décompense. Donc, on le différencie du pervers de caractère, justement pour ça. Le pervers de caractère, il lutte contre un état dépressif, un manque, une souffrance inconsciente, alors que le pervers narcissique, il lutte contre un délire paranoïaque ou un délire schizophrénique. Donc il a un fond psychotique. Donc c'est très différent, même si les comportements pervers sont bien là aussi, c'est très différent. Et donc, cette séduction narcissique amène à l'emprise, et cette emprise, elle vise donc à tuer l'identité de l'autre par la violence psychologique et ou physique. Vous avez des pervers narcissiques qui ne passent jamais à l'acte et d'autres qui passent très rapidement à l'acte. Donc, toujours dans l'intimité, il y a vraiment une très grosse différence entre ce que le pervers narcissique donne à voir en public et ce qui se passe dans son intimité. Donc ce narcissisme, en effet, fait qu'il ne montrera jamais à l'extérieur sa véritable nature. Et pour ça qu'on dit un être à deux visages, un visage d'ange et un visage de démon. Le visage d'ange, il le réserve au public, et le visage de démon à son intimité. Et donc, les violences psychologiques ne sont pas négligeables. Les études ont montré que la violence psychologique a autant d'effets destructeurs qu'un passage à l'acte. Alors, qu'est-ce que la violence psychologique ? C'est la possibilité de dénigrer, humilier l'autre, le culpabiliser, l'insulter, faire du chantage, faire des menaces. Et toutes sortes donc de comportements qui vont amener l'autre petit à petit à vivre dans un stress continu. Et ça, c'est une des caractéristiques du comportement pervers narcissique, c'est que c'est une violence continue, contrairement à d'autres manipulateurs qui peuvent avoir des comportements violents, mais pas de façon récurrente comme le pervers narcissique. C'est une violence qui va vraiment crescendo avec le temps. Et donc ça, c'est vraiment l'erreur de beaucoup de victimes, c'est de croire qu'avec le temps, ça va aller, ça va évoluer, ça va changer. Non, au contraire, avec le temps, la violence perverse va crescendo. Et donc là, ça arrive toujours à un culmen où il y a soit un passage à l'acte, soit tentative de meurtre, soit la victime finit par se suicider. En tout cas, on n'en sort pas, on ne peut pas résoudre cette relation de façon positive. Il n'y a aucun espoir d'évolution,
car le pervers narcissique ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui veut toujours garder le pouvoir, et pour garder le pouvoir, il refuse de reconnaître ses failles, il refuse de reconnaître sa responsabilité. C'est toujours de la faute de l'autre. Et ça lui permet de ne pas reconnaître ses angoisses, ses conflits psychiques. Il peut faire l'économie de la souffrance en faisant souffrir les autres. Et donc, l'absence de remise en question amène évidemment cette personnalité à être incapable de dialoguer. C'est lui qui sait, c'est lui qui détient la vérité. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on retrouve en général les pervers narcissiques comme gourous de secte, évidemment, puisque le gourou, là, il représente la vérité et il la dicte aux autres. Et donc, cette absence de dialogue fait que, évidemment, on est obligé d'obtempérer à sa volonté, de dire oui, on est obligé de l'approuver, et si on n'est pas d'accord avec lui, automatiquement, on va être l'objet de sa violence, et c'est pour ça qu'on est une victime, quand elle est sous emprise, est amenée finalement à renoncer à sa liberté. Renoncer à la liberté, renoncer aussi à son identité, parce que dès le moment où vous avez une identité, vous marquez votre différence, vous n'êtes pas toujours d'accord, vous n'êtes pas toujours du même avis, et c'est impossible de vivre avec un pervers narcissique en gardant sa liberté, en gardant son identité. On est amené à toujours finalement dire oui, être d'accord pour apaiser la violence du pervers narcissique. Mais en réalité, c'est de nouveau une illusion. La victime espère qu'en renonçant à sa liberté, en renonçant à son identité, le pervers narcissique va s'apaiser. Mais non, en fait, il a besoin de décharger sa violence sur la victime. Et donc, en fait, cette violence n'arrête jamais. Et donc la victime perd de plus en plus son identité et sa liberté et n'arrive jamais à apaiser son agresseur. Et donc il réussit finalement à déshumaniser complètement la victime. Cette déshumanisation, elle se traduit par le fait que la victime finalement renonce à éprouver des émotions propres, une pensée propre, une autonomie. Elle renonce finalement à tout et elle doit se dévouer entièrement au pervers narcissique. Donc cette déshumanisation, la victime la ressent vraiment de l'intérieur comme une sorte de réduction à l'état d'objet. Elle se sent être le meuble, l'instrument de l'autre. Le pervers narcissique vraiment instrumentalise la victime pour l'exploiter, l'utiliser pour ses ambitions personnelles, que ce soit financièrement, par son statut, mais aussi par toutes ses richesses intérieures. Et ça peut être toutes les qualités qu'une personne peut avoir et que le pervers narcissique n'a pas, que ce soit la bonté, la gentillesse, la créativité, la spiritualité, enfin toutes sortes de choses que, en fait, le pervers narcissique envie. Et donc ça, souvent, les victimes ne perçoivent pas qu'en réalité, si le pervers narcissique a été intéressé par elles, c'est parce qu'elles ont des qualités, justement. Et donc, il envie ces qualités, il veut se les approprier, et il se les approprie en détruisant l'autre, et en détruisant son identité, en captant son énergie. Donc la victime, finalement, perd toute son énergie, elle s'enfonce de plus en plus dans la dépression. On peut aussi le repérer dans la séduction, les premiers signes, par le fait qu'il est trop parfait. Le pervers narcissique paraît tellement parfait, c'est le prince ou la princesse charmante, il vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, tout ce que vous avez toujours rêvé, il va vous le servir sur un plateau. Ça paraît trop parfait. Mais évidemment, quand une victime, par exemple, qui a un grand manque affectif, on va lui dire tout ce qu'elle a toujours voulu entendre, elle va être séduite, évidemment, plus facilement que quelqu'un d'autre, et donc tomber dans le panneau.
Alors, quels sont les autres signes ? Un autre signe, c'est qu'on ne peut pas dire non à un pervers narcissique. Si on lui dit non, très rapidement, si on est vraiment ferme, s'il sent cette fermeté, cette détermination, il va lâcher le morceau, ça ne l'intéressera pas, évidemment. Donc, ou bien, si on lui dit non et qu'il veut vraiment, qu'il sent qu'il y a moyen d'y arriver, il va vous harceler. Donc, le harcèlement est très rapide aussi dans la relation avec un pervers narcissique si vous lui dites non. Donc, ça, c'est un des signes. Donc, alors, c'est quelqu'un, dans les premiers signes, on voit aussi cet envahissement par sa présence, sa parole. C'est quelqu'un qui monopolise la parole. Donc, on ne peut pas en placer une, il vous coupe la parole. On sent qu'il n'y a pas une véritable écoute, donc, puisque finalement, ce qu'il veut, c'est persuader. La persuasion, c'est pas le dialogue. Donc, le pervers narcissique, il est très capable dans tout ce qui est langage rhétorique, langage persuasif, mais ça implique évidemment qu'il ne laisse pas de place à l'autre. Et donc, on se sent vraiment envahi, on sent qu'on n'a pas de place pour s'exprimer, pour avoir un avis propre. Et donc, très rapidement, si on entre dans ces filets, on perd son autonomie. Parlons maintenant un peu des victimes. Donc, on me pose souvent la question qui devient victime ? Est-ce qu'il y a des victimes particulières des pervers narcissiques ? Mon expérience me démontre que tout le monde peut être victime parce que nous avons tous des failles et le pervers narcissique, comme il est extrêmement observateur pour avoir cette capacité à séduire et avoir l'emprise sur l'autre, il va tout de suite repérer la faille de l'autre et s'engouffrer dans la faille. Et si on n'a pas fait assez de travail sur soi, on ne connaît pas ses failles et donc on peut se laisser avoir. Maintenant, évidemment, vous avez des victimes plus faciles à conquérir que d'autres. Donc, vous avez des personnes qui manquent fondamentalement d'estime d'elles ou de confiance en elles. Elles vont être évidemment plus vite la proie d'un pervers narcissique que d'autres. Si le pervers narcissique repère ça, il va flatter, par exemple, les personnes qui manquent d'estime d'elles, et avec la flatterie, il va la mettre en évidence, etc. Et donc, la personne qui manque de confiance en elle, d'estime d'elle, elle va se sentir bien, elle va se sentir enfin reconnue, et hop, ça y est, c'est parti. Et donc, l'emprise est installée. Donc, ça, c'est la personne qui manque de confiance en elle, d'estime d'elle, oui, ça c'est vrai, est une victime plus facile à conquérir. Qu'est-ce qu'il y a encore comme les personnes qui sont particulièrement dans le désir de comprendre, dans le désir d'aider l'autre, vont aussi être plus facilement manipulables parce que le pervers narcissique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sait très bien se positionner en victime. Et donc, il va jouer au malheureux, faire croire qu'il souffre. Donc, ses capacités de comédien hors norme font qu'il va tout de suite séduire, en se positionnant en victime, quelqu'un qui veut aider, qui a de l'empathie, qui veut comprendre et donc pouvoir le manipuler. Sinon, on a aussi les personnalités à haut potentiel, qui sont des personnes qui veulent vraiment tout comprendre, et donc évidemment, elles ne lâchent pas le morceau, elles ne comprennent rien, puisque le pervers narcissique est tellement différent, est tellement hors norme, que évidemment, elles essayent, mais elles n'y arrivent pas, et donc elles essayent encore, et donc plus elles essayent, moins elles comprennent, et plus elles tombent dans l'emprise, et plus elles tombent dans l'emprise, plus elles sont victimes. Donc il y a un cercle vicieux là aussi qui s'installe, et donc ces personnalités sont plus particulièrement vulnérables. Vous avez évidemment les personnes qui sont déjà au départ dans un état de stress post-traumatique parce que dans leur enfance, elles ont eu elles-mêmes des parents pervers narcissiques. Donc c'est évidemment des victimes faciles aussi à séduire.
dans cet état de stress, elles ont besoin de réassurance, elles ont besoin de reconnaissance, elles ont tout ce qu'elles n'ont pas eu de leurs parents pervers. Ben voilà, elles vont être très vite séduites évidemment par cette personnalité qui peut les rassurer, qui peut les valoriser, qui peut leur faire croire à l'amour. Et évidemment, tout ça est faux, mais ça marche. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport aux victimes. Maintenant, se libérer de l'emprise, est-ce possible? Alors, se libérer de l'emprise, oui, c'est possible. La première étape, c'est vraiment de savoir que, évidemment, ce type de personnalité existe. Parce que, bon, si on ne croit pas que les gens peuvent être fondamentalement mauvais, qu'on croit qu'il y a toujours quelque chose de bon chez l'être humain, bah, là, on se plante. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment la première chose, c'est de comprendre qu'un type de personnalité comme ça existe et que tout le monde n'a pas un fond fondamentalement bon. Et donc, la deuxième étape, alors à ce moment-là, c'est vraiment de prendre conscience des violences qu'on a subies. Et donc, cette prise de conscience, elle est possible dans la mesure, évidemment, où on a un entourage qui donne des signaux d'alarme. Tiens, tu as l'air triste. Tiens, tu as l'air épuisé. Enfin, ça aide, évidemment. Donc, je pense que si on fait partie de l'entourage de quelqu'un qui est victime, l'amener à se poser des questions, c'est vraiment très important pour l'aider à sortir de l'emprise. Il faut jamais dire à la victime, t'es avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Là, c'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est comme si vous adressiez à la victime d'une secte et lui dire, tu dois sortir de la secte, vraiment, c'est dangereux pour toi. Non, c'est vraiment pas ce qu'il faut dire. Vraiment, essayez plutôt d'aider la victime à reconstruire son identité, à reconstruire son esprit critique, ses facultés de jugement. Et c'est possible si on l'aide à se poser des questions. Bon voilà, tiens, est-ce que tu penses que cette personne te respecte? Qu'est-ce que c'est le respect pour toi? Donc, amener vraiment à se poser des questions, à redévelopper un jugement critique. Donc si la personne, si la victime commence à ce moment-là à se poser des questions, à prendre conscience des violences, elle peut alors petit à petit reconstruire cette histoire de violence et à ce moment-là se libérer de l'emprise. On parle chez la victime du syndrome de Stockholm. Donc qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? C'est ce que vivent les victimes de pervers narcissiques et qui a été identifié au départ à Stockholm lorsque un agresseur a pris en otage une banque et les employés ont très rapidement été sous emprise et lorsqu'ils ont été libérés, qu'ils sont passés au tribunal pour témoigner, ils ont pris la défense de leur agresseur. Et donc, on a étudié ce phénomène et on s'est rendu compte que ce syndrome de Stockholm, donc cette tendance à défendre l'agresseur, est lié vraiment à la peur que vit la victime profondément d'être tuée. Donc le pervers narcissique, il veut tuer l'autre. Et cette peur, elle est là au fond du vécu de la victime. Elle est très souvent inconsciente. Il faut parfois l'amener à se poser des questions pour qu'elle identifie cette peur. Et c'est la peur de mourir, la peur de disparaître, d'être anéantie, qui fait que la victime, elle va essayer d'apaiser son agresseur et de le défendre pour pouvoir survivre. Et donc, faire prendre conscience à la victime qu'elle vit cette peur, que voilà, si elle défend son agresseur, c'est parce qu'elle a peur. Ça va petit à petit l'aider à se libérer de l'emprise et lui faire prendre conscience qu'elle peut évidemment se libérer de cette peur. Et donc l'écoute attentive, l'écoute empathique, l'écoute sans jugement est très importante pour accompagner les victimes dans ce processus de libération de l'emprise. Ce qui est très important aussi, c'est d'aider la victime à se reconnecter à ses émotions. Parce que dans le syndrome de Stockholm, justement, la personne ayant tendance à prendre la défense de son agresseur se déconnecte de sa peur, se déconnecte de ses émotions et est une sorte de
de fantôme. Elle a perdu vraiment la connexion à son corps, à son identité. L'identité, elle passe par le corps, par les émotions, par les sentiments, et vraiment c'est très important. C'est pour ça que dans l'aide aux victimes, moi je travaille beaucoup avec le psychocorporel aussi. C'est vraiment d'aider la personne à ressentir à nouveau. Et c'est très difficile puisqu'elle a passé son temps à essayer de se déconnecter pour pouvoir supporter l'insupportable. Et donc c'est vraiment pas facile pour elle d'accepter ses souffrances, d'accepter ses peurs, d'accepter tout ce qu'elle a vécu, puisque ce qui l'a fait survivre, c'est de se déconnecter. Donc, retrouver l'estime de soi, ça passe alors par donc cette reconnexion aux émotions et surtout cette reconnexion à la colère. C'est vraiment très important pour la victime de se rendre compte combien elle en veut à son agresseur et de lui permettre de se libérer de sa colère. C'est en se libérant de la colère qu'on retrouve l'estime et la confiance en soi. Et donc, tout ce travail, c'est ce qu'on appelle gérer le stress post-traumatique. Donc, la victime d'un pervers narcissique est dans un état de stress post-traumatique grave, qui est vraiment un état de stress continu qu'elle vit au contact du pervers narcissique. Ce stress est tel que, en général, elle somatise et elle doit vraiment être tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mental pour pouvoir supporter la situation et ne plus rien ressentir. Et donc, lorsqu'elle sort de l'emprise, il y a vraiment un travail à faire sur ce stress, pouvoir lâcher prise, se reconnecter à son corps et pouvoir, dans le lâcher prise aussi, se libérer de ses émotions, pouvoir retrouver cette capacité à se détendre qui va lui permettre de se reconstruire et de retrouver un sens à sa vie, puisque finalement, elle a dû renoncer à tout projet de vie personnel pour se dévouer à son agresseur. Donc la sortie de l'emprise, évidemment, ça passe par vraiment tout un travail de reconnexion à ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me motive dans la vie. Elle a perdu tout ça puisque elle a dû se consacrer entièrement à son agresseur. Il y a un dernier point, c'est la société d'aujourd'hui favorise-t-elle la perversion narcissique? Mais oui, malheureusement, si on en parle autant, c'est parce que nous avons de plus en plus aujourd'hui dans notre société des caractéristiques perverses et des caractéristiques narcissiques. Bon, si on reprend ce qu'on peut observer aujourd'hui, bien, on voit que de plus en plus, c'est le paraître au détriment de l'être qui est vraiment mis en valeur. Et donc ce paraître, ça passe par la compétition entre les gens. Et cette compétition, elle est de plus en plus dure. Et donc cette compétition amène finalement à vouloir écraser l'autre pour pouvoir survivre. Hein. Donc cette promotion de la compétition à tout prix, cette promotion de la performance à tout prix, entraîne évidemment à finalement se couper de ses capacités d'empathie, de ses capacités à aimer. Et donc, de plus en plus, on voit une tendance à la déshumanisation de notre société. Et la déshumanisation fait que on n'est plus reliés les uns aux autres. L'égocentrisme devient vraiment la valeur dominante et la quête du pouvoir et de l'argent. Et donc, finalement, tout ça va dans le sens du développement de la perversion narcissique. Et donc, on peut aussi repérer qu'on est dans une société où jamais encore on a eu la loi du marché qui a autant été prédominante avec une diminution des valeurs démocratiques, puisque finalement c'est la liberté individuelle, elle est promotionnée si on va dans le sens de la loi du marché et plus dans le sens du bien commun. Hein, on assiste à une destruction de la planète, une destruction des liens sociaux et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La destruction, c'est vraiment la caractéristique de la perversion. Hein, donc voilà, c'est vraiment une situation d'urgence, de prendre conscience que la perversion va devenir la norme si on ne fait rien. Et donc il faut vraiment travailler sur la construction des liens humains, la défense de l'altruisme, des valeurs
de l'attention à l'autre, de la compassion, de l'empathie pour l'autre et évidemment pour soi-même. Hein, donc dans la société du paraître, on est tout le temps dans le jugement et on n'est plus dans l'empathie pour soi-même comme pour les autres. Hein. Donc travailler sur ça, tout ça, ça peut vraiment aider. Voilà, si chacun s'y met à changer notre société, il ne faut pas compter sur les politiques et sur les multinationales. Je pense qu'il faut compter sur soi-même. Donc, si chacun à son niveau fait un travail pour se libérer du jugement, se libérer du paraître, peut travailler sur vivre plus en adéquation avec ses besoins, avec ses rêves, plutôt qu'avec ce que l'autre, comment plaire à l'autre, à ce moment-là, on sera moins manipulable et on peut changer la société. Est-ce qu'on a déjà réussi à plus ou moins soigner un pervers? Alors, on ne peut pas soigner un pervers narcissique puisqu'il refuse toute remise en question. Hein. Faire un travail sur soi, faire une psychothérapie, c'est se dire « je souffre ». C'est la chose que le pervers narcissique ne veut absolument pas reconnaître en lui, c'est la souffrance. Il ne consultera jamais pour être soigné, pour lui, il n'a pas de souffrance, il va très bien, un pervers narcissique, il n'a pas de problème, il va très bien, c'est l'autre qui a un problème, c'est l'autre qui est fou, et donc lui, il ne consultera jamais. Pouvez-vous nous informer sur la proportion homme-femme de pervers narcissiques? Ah, la proportion homme-femme de pervers narcissiques. Mais c'est difficile à dire dans la mesure où, évidemment, moi je vois beaucoup plus de victimes femmes que d'hommes. Maintenant, actuellement, il y a toujours beaucoup plus de femmes qui consultent que d'hommes. Et les hommes ont du mal à reconnaître qu'ils peuvent être victimes encore actuellement. Donc, évidemment que je vois des hommes consulter et exprimer leur souffrance, mais je vois quand même beaucoup plus de femmes. Alors, est-ce que c'est lié vraiment au contexte socioculturel ou est-ce que c'est lié aussi intrinsèquement à la personnalité perverse narcissique? Évidemment, je pense que le pervers narcissique, comme je l'ai bien expliqué, a plus un masculin pathologique et que donc, à mon avis, il y a plus quand même d'hommes qui ont on peut en discuter. Je pense qu'il y a plus quand même d'hommes qui sont pervers narcissique dans la mesure où le pervers narcissique il est vraiment choisi je l'ai remarqué dans les familles, il est le représentant phallique du parent, hein, donc le phallus est en général attribué aux hommes plutôt qu'aux femmes, c'est socioculturel. Maintenant dans d'autres sociétés où le phallus est donné aux femmes, probablement qu'il y aurait plus de femmes que d'hommes, hein, donc je pense qu'il y a un déterminant socioculturel qui fait que le masculin est souvent dans notre société plutôt pathologique je pense que c'est quelque chose de socioculturel. J'aimerais bien savoir s'il y a un âge précis où ça débute. Est-ce qu'il y a des enfants pervers narcissiques, par exemple? Et la suivante, c'est y a-t-il des textes de loi qui permettent de poursuivre des gens qui font preuve de perversion narcissique envers quelqu'un? Les enfants qui sont victimes d'un parent pervers narcissique ne deviennent pas nécessairement pervers narcissiques. Et évidemment, c'est un choix que l'on fait très tôt dans la vie, quand on a eu un parent pervers narcissique, de se dire, ce comportement-là, je le hais, je ne veux pas m'identifier à ce parent, je préfère souffrir que de devenir comme mon parent. Et puis, vous avez des enfants qui font le choix inverse, qui disent, ah non, moi je ne serai jamais une victime, et je veux devenir comme lui ou comme elle, et donc qui vont faire le choix de s'identifier à l'agresseur. Donc ça se fait très tôt, hein. La perversion narcissique, c'est quelque chose qui se constitue avant le complexe d'Oedipe, donc c'est avant 3-4 ans, hein. Donc c'est très tôt dans le développement, hein. La perversion, c'est quelque chose qui se constitue au niveau du stade anal, avant le complexe d'Oedipe, hein. Donc c'est très tôt en effet.
Alors au niveau des textes de loi, il y a la loi pour le harcèlement moral qui est quand même qui aide quand même les victimes, même s'il faut quand même prouver qu'on est harcelé. C'est quand même un progrès par rapport à avant, puisqu'avant voilà, on n'avait rien du tout. Il y a une loi maintenant qui punit le harcèlement moral, et donc si vous pouvez cumuler les preuves écrites ou d'autres preuves, vous pouvez quand même vous protéger, et ça c'est pas négligeable. Le pervers narcissique, donc, il se différencie du pervers de caractère. Et souvent, on confond les deux. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, je suis victime d'un pervers narcissique, mais non, c'est un pervers de caractère. La grosse différence, c'est quoi? Donc, les comportements pervers, c'est les mêmes. Mais la différence, c'est que le pervers de caractère, il lutte contre la dépression. C'est pas la même chose. Donc la dépression, c'est le manque, la souffrance, la tristesse, la perte d'un être cher, la perte de l'amour, la perte de la reconnaissance. Ça, c'est le fond dépressif. Chez les pervers de caractère, c'est contre ça qu'ils luttent. Alors que le pervers narcissique, pas. Le pervers narcissique, lui, il lutte contre un délire paranoïaque ou un délire schizophrénique. Donc c'est tout. Toujours, mais il n'en est pas conscient. Alors quand on dit que le pervers narcissique n'est pas conscient, il n'est pas conscient de ça. Donc il est tout à fait conscient de ses stratégies destructrices, il est tout à fait conscient qu'il veut vous détruire, mais il n'est pas conscient de sa souffrance inconsciente, de son délire paranoïaque ou de son délire schizophrénique. Ça, il n'en est absolument pas conscient. Et donc la deuxième question, ah oui, est-ce qu'il peut nouer dans le travail d'autres liens? Oui, il peut créer des liens, mais de fausses sympathies. Il n'est pas capable d'établir un lien. Le pervers narcissique, il n'a pas de lien. Il n'est pas dans l'affect. Il n'est pas dans le relationnel. Il est juste dans la stratégie. Donc, il peut paraître sympathique, mais c'est juste une stratégie. Il n'a pas de lien réel. Je pense qu'il ne faut pas prendre frontalement un pervers narcissique, jamais. Donc, si vous voulez aider la victime, c'est sûrement pas en prenant frontalement le pervers narcissique. Il faut vraiment plutôt faire comme si de rien n'était avec le pervers narcissique, mais avec la victime. À ce moment-là, vraiment l'aider à prendre conscience. Je parle l'attitude de la victime. Quelle attitude la victime doit-elle avoir avec... La victime. Elle doit toujours approuver. Elle est obligée de rester dans la relation. C'est quelle est la situation? Elle est obligée de rester dans la relation. Si elle est obligée de rester dans la relation, c'est important de faire en sorte d'échapper, comme je disais, en contre-manipulant, pour que, à brève échéance, elle puisse se libérer de cette relation. Oui. Mais il ne faut pas prendre frontalement un pervers narcissique. J'ai eu une dame un jour, elle me dit « Ah, mais non, maintenant j'ai compris, je vais lui dire ces 4 vérités. » La semaine suivante, elle était à l'hôpital. Hein. Donc, bon voilà, il faut se rendre compte du danger. Hein. Il ne faut pas prendre frontalement un pervers narcissique, c'est dangereux.